Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer le mercato parisien et plus particulièrement le mercato parfait du Paris Saint-Germain selon moi. Alors cette série de vidéos va être composée de 3 grandes vidéos. Tout d'abord le mercato parisien au niveau défensif, puis ensuite le mercato parfait parisien au niveau du milieu de terrain et pour finir au niveau de l'attaque. Alors cette vidéo va être séparée en 3 grandes parties. Tout d'abord les ventes à effectuer, les prêts à effectuer et les achats à effectuer selon moi. Alors au niveau des ventes, nous avons dans un premier temps au poste de gardien Alphonse Areola qui est un indésirable de longue date, il a aujourd'hui 28 ans. On rappelle la masterclass d'Enrique qu'il a prolongé pour un salaire de 8,5 millions qui est tout simplement un salaire de gardien titulaire dans un très grand club européen, ce qui n'est pas forcément le cas d'Areola. Ici Alphonse Areola doit absolument essayer de quitter le club, lui qui sort d'une saison aboutie du côté de Fulham malgré la relégation de son club, qui s'est même vu attitrer le titre de meilleur joueur de la saison par les supporters anglais. Au niveau des rumeurs pour Alphonse Areola, on parle d'un vague intérêt de l'Olympiakos pour le joueur ou encore de l'AS Roma de Mourinho. D'un point de vue personnel, je pense qu'avec la saison complète qu'il vient de faire et l'expérience qu'il a, on peut essayer de le vendre pour minimum 15 millions d'euros et surtout libérer la masse salariale de ce salaire beaucoup trop imposant. Un autre cas de figure possible, c'est tout simplement encore une fois un prêt et surtout on espère une prise en charge d'une partie du salaire de la part du club qui souhaite par exemple se faire prêter Alphonse Areola. Ensuite nous allons passer à un dégât collatéral de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au club, c'est simplement Sergio Rico qui est au club depuis 2019, qui a un contrat jusqu'en 2024. Alors Sergio Rico c'est simple, il a été acheté 6 millions d'euros, il nous coûte 3 millions d'euros de salaire par an et c'est tout simplement pas un statut de numéro 3. C'est un bon gardien qui a le niveau pour être titulaire dans un club niveau Europa League. Ici Sergio Rico est un bon gardien mais qui n'est pas un gardien qui a le niveau pour le Paris Saint-Germain. Ici, le seul point positif qu'on pouvait avoir avec Sergio Rico, c'est qu'il entretenait une très bonne relation avec Keylor Navas et la hiérarchie au poste de gardien était très claire. Lui qui était très heureux à Paris, qui est toujours heureux à Paris en tant que numéro 2. Mais ici, avec un salaire à 3 millions d'euros pour être numéro 3, c'est tout simplement pas possible. Et surtout avec la récente prolongation de Alexandre Letellier, qui est le numéro 3 du club depuis l'an dernier. Au niveau des rumeurs concernant Sergio Rico, on retrouve là encore un intérêt de l'Olympiakos. Mais je pense qu'ici, le plus probable est une vente en Espagne, chez des clubs comme la Real Sociedad, Villarreal ou encore Valence pour une dizaine de millions d'euros et je pense sincèrement que lui aussi acceptera de partir pour se retrouver numéro 1 et surtout retourner dans son pays natal. Au niveau du secteur défensif, on a Thilo Kehrer. Ici, on parle simplement d'un joueur qui est traumatisé depuis 2019 et son match catastrophique face à Manchester où il est fautif sur 2 buts. Kehrer est maintenant au club depuis 3 ans et un contrat qui prend fin jusqu'en 2023. Une chose est sûre avec Thilo Kehrer, c'est encore un jeune défenseur qui est surtout un bon défenseur mais qui n'a tout simplement pas le niveau pour le Paris Saint-Germain et qui n'a pas eu les épaules pour assumer la masterclass encore une fois de Enrique qui a tout simplement claqué 40 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat du joueur allemand à Schalke. Lui aussi sait qu'il n'a tout simplement pas sa place à Paris et surtout s'il veut progresser, il doit s'éloigner de la pression parisienne et on évoque vaguement de l'inclure dans les transferts comme Correa en provenance de la Lazio de Rome étant donné que la Lazio apprécie le profil de Thilo Kehrer ou encore dans un club allemand ou italien. Une chose est sûre avec Thilo Kehrer, c'est que je pense on peut aussi là encore en tirer minimum une quinzaine de millions d'euros, lui qui est valorisé à peu près 12 millions d'euros sur Transfermarkt ou encore si on peut l'inclure dans les transferts comme ce qui est tenté de faire par le Paris Saint-Germain avec Joaquin Correa serait aussi une très bonne nouvelle. En parlant de joueurs à inclure dans des deals, je pense sincèrement que Layvin Kurzawa est la seule solution pour obtenir un départ du joueur qui était très proche de la Juventus l'hiver dernier contre un échange avec De Sciglio. Le deal s'est finalement pas fait et dans la foulée il a été prolongé jusqu'en 2024. Un élément à prendre en compte qui est souvent oublié de la part des observateurs, c'est que Layvin Kurzawa n'est simplement plus un jeune joueur, il a déjà 29 ans, il n'arrive tout simplement pas à s'imposer à Paris depuis maintenant 5 ans. On a essayé de le prolonger pour éviter du coup un départ libre du joueur avec un salaire qui est passé de 2 à 4 millions d'euros. Ici Layvin Kurzawa il a beau aimer le club, avoir une très grande envie, le joueur a tout simplement pas le niveau. Sa saison est similaire à des montagnes russes avec des trous d'air qui durent des mois et qui arrivent souvent au moment de la Ligue des Champions, comme le rappelle la double confrontation face au FC Barcelone. Ajoutez à cela des difficultés à se connecter avec les éléments offensifs du club et des difficultés de centre. Et cela est couronné par simplement une irrégularité physique de la part du joueur qui en fait de lui un joueur pas fiable. On retrouve ces mêmes caractéristiques là chez Thilo Kehrer. Au contraire par exemple de la concurrence avec Mitchell Bakker qui a joué 40 matchs cette saison grâce à la blessure de Juan Bernat et surtout car il n'a pas été blessé une seule fois.
En parlant de backer, ce qui va nous permettre d'effectuer la transition pour parler au niveau des prêts. Alors pour moi, le premier joueur à devoir être prêté, c'est Mitchell Bakker, qui est encore très jeune, qui sort d'une saison où lui-même ne s'attendait pas à autant jouer. 40 matchs pour un jeune latéral hollandais. Ici, on a tous vu une nette progression de la part du joueur tout au long de l'année, et là encore, il n'a simplement pas encore le niveau pour prétendre à un rôle important au club ou dans la rotation du club, mais il peut facilement servir de numéro 2 ou de numéro 3. Voilà pourquoi un prêt, je pense, serait peut-être le plus avantageux pour nous afin de ne pas perdre tous nos défenseurs gauche remplaçants. Mais si une offre par exemple de 15 millions d'euros se présente, il faut bien évidemment accepter. Pour moi, Mitchell Bakker, c'est minimum 15 millions d'euros au vu de l'expérience qu'on lui a apportée, la lumière qu'on a mis sur lui et surtout le fait qu'il a beaucoup joué, au point de démarrer une rencontre de demi-finale de Ligue des Champions en tant que titulaire face à Manchester City, en limitant la casse défensivement pour ses premiers matchs européens. Là encore, on parle d'un intérêt de la Juve qui a été vite démenti, mais ici avec son agent et qui est simplement Mino Raiola, il ne verrait pas avoir de mal à le caser dans un autre club. Maintenant, au niveau des gardiens, on a encore deux prêts à réaliser. Tout d'abord, Frankie, qui est un jeune Titi de 17 ans qui a un contrat jusqu'en 2023, qui s'entraîne tous les jours avec le groupe pro depuis l'année dernière. Pour moi, le mieux pour lui serait de rester titulaire chez les U19 du club, ou alors un prêt de 2 ans pour prendre en expérience et tenter de se révéler dans un club standard. Je ne le vois personnellement pas s'imposer à Paris maintenant avec l'arrivée de Donnarumma, peut-être dans un rôle de futur numéro 2. Là encore, je privilégierais soit un prêt en Ligue 2, soit en Serie A pour qu'il soit à l'aise et qu'il retourne dans son pays natal. On a un deuxième gardien qui est en contrat jusqu'en juin 2025, c'est tout simplement Marcin Bulka, qui est aujourd'hui âgé de 21 ans. Pour moi, ce sera lui le futur numéro 2 du club quand Navas se retirera. Ici, il sort d'une saison très compliquée car il a d'abord été envoyé en prêt en deuxième division espagnole, mais il n'a simplement pas joué. Paris l'a donc renvoyé en janvier en France à la Berrichonne de Châteauroux en prêt, qui a fini simplement 20e de Ligue 2. Là encore, il n'a pas pu s'exprimer totalement à cause de diverses blessures. Et pour moi, là encore, l'idéal, ce serait de le prêter, mais en Ligue 1, dans un club de milieu de tableau de Ligue 1, tel que Rennes ou Nantes, pour progresser et se mettre en lumière et par conséquent augmenter sa valeur marchande en vue d'un futur transfert. Pour finir avec les prêts, nous allons parler ici de mon chouchou personnel qui est simplement le Titi qui s'est le plus imposé cette saison. Tout d'abord sous les ordres de Thomas Tuchel, au point de démarrer titulaire en Ligue des Champions à 17 ans. Je parle bien évidemment de Timothée Pembele qui a été moins en vue malheureusement sous Mauricio Pochettino. C'est un Titi qu'on doit absolument conserver. Au niveau du contrat, on n'a aucun problème car il a tout simplement été prolongé jusqu'en 2024. Il a un très fort potentiel pour entrer dans la rotation d'ici 1 ou 2 ans, mais plus au poste de défenseur droit que de défenseur central, étant donné l'embouteillage qu'il se trouve au poste de défenseur central avec l'arrivée de Sergio Ramos en tant que 3e défenseur et la montée en 4e défenseur central du Titi parisien El Shaddai Bichabou. Ici pour Timothée Pembele, l'idéal ce serait un prêt de 2 ans en Ligue 1, soit afin d'augmenter déjà sa valeur, de prendre en expérience et surtout de revenir avec une envie de s'imposer comme l'a fait par exemple Adrien Rabiot qui a été prêté à Toulouse puis qui est revenu s'imposer à Paris. Ici on parle d'un intérêt du FC Metz et de Lens pour le Titi parisien, Lens qui a déjà lancé Arnaud Kalimuendo pour sa première saison professionnelle et ça s'est très bien passé. Donc ici pour Timothée Pembele, l'idéal serait un prêt en Ligue 1 et surtout pas une vente et éviter de rester au club étant donné de l'arrivée d'Achraf Hakimi. Le titulaire au poste de latéral droit sera Achraf Hakimi et le remplaçant sera Colin Dangbat. Donc ici Timothée Pembele va tout simplement se retrouver bloqué au poste de défenseur central et au poste de latéral droit. Pour moi l'idéal ce serait tout simplement un prêt et je pense que Timothée Pembele va être prêté. Au niveau des arrivées, après avoir bouclé les arrivées de Gianluigi Donnarumma, de Achraf Hakimi ou encore de Sergio Ramos, le PSG a fait l'essentiel de ce qu'il devait faire en défense en se payant même le luxe d'anticiper le départ de Keylor Navas. Ici, il y a une question à avoir, c'est Juan Bernat. Juan Bernat qui n'a plus joué depuis 1 an après sa rupture du ligament croisé et différentes infections qui ont retardé le processus de guérison. Ici la question pour Juan Bernat se pose tout simplement dans le fait de savoir dans quelles conditions Juanito va revenir à la compétition. On rappelle aussi qu'il a doublé son salaire durant sa convalescence pour prolonger jusqu'en 2025 avec un salaire à 8 millions d'euros par an qui est simplement un salaire de titulaire qui doit être traduit par une place de titulaire indiscutable au club. Ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, mais l'arrivée d'un défenseur gauche 1 bis doit avoir lieu si on a les liquidités bien évidemment, ce n'est évidemment pas une priorité pour moi. On parlait d'un intérêt de Théo Hernandez mais que le Milan ne compte pas vendre et lui qui est très bien en Lombardie.
le Paris Saint-Germain s'était aussi renseigné auprès de Leonardo Spinazzola, qui est tout simplement tombé à l'eau avec sa rupture du tendon d'Achille lors du match face à la Belgique. Ici, l'idéal serait peut-être un autre défenseur gauche qui réalise un très bon Euro en la personne de Robin Gosens avec l'Allemagne, qui a fini son Euro avec un but et une passe décisive en 4 matchs et un trophée d'homme du match contre le Portugal. Ici, l'Atalanta est prête à négocier à partir de 35 millions d'euros pour le joueur qui est en contrat jusqu'en juin 2023. On nous a dit que Gosens a des intérêts du Paris Saint-Germain, du Barça, du Real Madrid ainsi que de Manchester United. Donc pourquoi pas tenter le coup après avoir fini le travail qui nous attend au milieu de terrain, qui sera d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo, ainsi que de régler les soucis au poste de numéro 9, ou une autre solution qui pourrait se faire en interne serait tout simplement de faire basculer Abdou Diallo au poste de défenseur de latéral gauche, lui qui a réalisé de très bonnes prestations défensivement cette saison comme face à Lyon ou encore face au Barça, qui est simplement le point faible de Juan Bernat au niveau défensif. Un élément à prendre en compte avec Abdou Diallo, c'est tout simplement que la défense centrale est maintenant bouchée avec les arrivées de Ramos et la montée du Titi parisien. Et si Abdou Diallo a un réel potentiel en tant que défenseur gauche pour pousser Bernat, voire même lui prendre sa place en début de saison lorsque Bernat reprendra du rythme, et on pourra ici faire face à une concurrence saine et régulière entre Abdou Diallo et Juan Bernat qui vont simplement se booster l'un et l'autre. Donc voilà, la vidéo est finie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires car je débute sur YouTube, donc je suis ouvert à vos critiques. Et la prochaine vidéo aura pour thème le mercato parfait au niveau du milieu de terrain. Alors ce sera une vidéo très complète car il y a énormément de choses à dire dans ce secteur-là du Paris Saint-Germain. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!